Tu dis, c'est que la dette, c'est un moyen de contrôle des masses, en fait. Exactement, à une contrainte, en fait, mais par construction. Et tu sais quoi? Il y a des pays où il n'y a pas de dette. Alors, moi, je suis d'origine tunisienne. À Tunis, ils sont très endettés. OK? Mais tu vas dans mon village, il y a quelque chose dans la dette, c'est que tu vis au rythme des choses. Donc, tu vas voir, il n'est pas endetté, il vit dans une belle villa avec peut-être vue mer ou à 5 minutes à pied de la mer. Il est plombier, bah, il va travailler quand il a besoin d'argent. Quand il a plus besoin d'argent, il va profiter de la mer, il va aller pêcher avec ses potes. Et après, tu vas galérer, toi. Et en fait, ce qu'il y a de bien avec la dette, c'est super, ça, pour de l'esclavage. Tu as de la dette, tu es obligé de travailler parce que tu as t'as des choses à payer derrière, tu vois. Et ça, c'est ce que... Mais par contre, la dette a un point archi positif et de malade. Et c'est là où moi, je suis ni de gauche ni de droite. Écoute ce qu'elle fait, la dette. Quand tu as de l'or, faut parler de la monnaie fiat. Vas-y, quand j'ai une monnaie fiat sur un compte en banque, est-ce qu'il faut le laisser en monnaie fiat? C'est qui te fouette? T'as l'inflation qui vient bouffer le pouvoir d'achat. Putain, je pars trop dans tous les sens, mais on garde ça. J'ai dit, donc il y a le taux d'intérêt qui va te bloquer, parce que si la dette monte à l'infini et que tu es obligé de remonter les mots pour pas qu'il y ait de l'inflation, tu vas créer une charge de la dette qui est énorme. On en a parlé. Maintenant, c'est l'inflation. C'est l'autre garde-fou. En fait, toi, si tu crées trop de création monétaire, ok, pour colmater les brèches, tu risques de créer de l'inflation. Ok. Maintenant, toi, quand tu es face à la monnaie dette et tu vois qu'il y a de l'inflation, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire de ton argent? Tu as envie de le laisser en compte en banque? Donc, tu as 100 aujourd'hui. Dans un an, tu as encore 100. Mais en vérité, en pouvoir d'achat, tu as 95. Bien sûr, ouais. L'assurance vie, c'est simple, c'est l'enveloppe d'investissement préférée des Français. Le problème, c'est que la plupart des contrats sont bourrés de frais. Frais de versement, frais de gestion, frais de contrat, frais de support, frais d'arbitrage. C'est un véritable millefeuille indigeste auquel vous allez faire face. Combinés, ces frais peuvent vite atteindre plus de 3% par an pour les acteurs traditionnels comme les grandes banques. Si vous suivez cette chaîne, vous le savez, 3% par an, c'est près de 60% de manque à gagner sur 30 ans. C'est exactement pour cette raison que j'ai lancé un contrat d'assurance vie avec des frais bas. Les frais de gestion commencent à 0,99% et évoluent en fonction de votre abonnement Finari. C'est simple, ce contrat, c'est l'un des moins chers sur le marché pour la gestion profilée. Et pour les fans de gestion libre, cette dernière arrive bientôt avec des frais encore plus bas et surtout, si vous souscrivez à une gestion profilée aujourd'hui, vous pourrez bien sûr passer à la gestion libre lorsqu'elle sera disponible. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le QR code qui s'affiche à l'écran afin de démarrer l'ouverture de votre contrat. Le truc, il faut jamais regarder l'IPC. L'IPC, c'est très politique, c'est une certaine mesure. Tu vois, là, moi, je regardais, je dois payer 13 000 pounds pour ma fille, l'école. J'ai regardé, au même âge, celle qui a 18 ans, donc c'était 6 ans, combien je payais? C'était 6 500. On est exactement à la moitié. Est-ce que c'est dans l'IPC, ça? Non. L'IPC, c'est quoi? C'est l'inflation? C'est l'inflation officielle. Ok, c'est celle donnée par l'INSEE ou par la BCE. Ok. Donc, il faut pas regarder ça, parce que ça, c'est un chiffre très, très, très politique. Il n'y a pas dedans, complètement, il y a que une petite fraction de l'immobilier, et c'est l'immobilier locatif. Ok. Donc, il n'y a pas tout. Donc, il faut regarder, il faut se créer son propre panier et voir est-ce que la vie est devenue plus chère ou pas. Donc, le garde-fou pour quelqu'un c'est l'inflation, elle va le fouetter. Elle va lui dire, ne garde pas ta monnaie fiat, sinon tu vas perdre en valeur si tu es intelligent. Moi, je connais des gens, ils s'en foutent. Ils me disent, qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien perdu. J'avais 20 l'année dernière, j'ai 20 cette année, j'ai 20 000 euros, j'ai rien perdu. Ils n'arrivent pas à avoir... C'est ça la force de la monnaie fiat, c'est que le chiffre en nominal, c'est le même. En pouvoir d'achat, il faut faire ce qu'on appelle des réajustements, tu vois, des actualisations pour garder un terme financier. Et c'est ça qui est intéressant, en fait. C'est que la dette est intéressante, l'inflation est intéressante parce qu'elle va te pousser à faire circuler ton argent dans l'économie. Mais elle le fait circuler trop vite à partir d'un moment. À partir d'un moment, ça s'emballe. Tu vois, je regardais l'histoire des indices. C'est hallucinant, l'histoire des indices. Est-ce que tu savais que en 1990, on n'avait jamais traité un seul futur DAX? Le futur DAX a été créé. DAX, c'est l'indice principal allemand. Voilà. Tu vois, c'est l'idée de l'indice. Tu vois, ça aussi, ça fait partie du -1, du monde invisible. Tu as un journaliste, je crois que c'est du Wall Street Journal, Mr. Dow, qui est associé à un monsieur qui s'appelle Jones. Et il s'est dit, mais comment on peut faire pour dire le marché il est monté ou il a baissé, etc. Il a pris quelques valeurs industrielles et de transport
et il a appelé le Dow Jones. Ok. Et donc, c'est une moyenne, pas pondérée. Donc, je ne sais pas si les gens savent ce que c'est dire pondéré ou pas. On donne le même poids à chaque action. On fait la moyenne et on est capable de dire, et c'est sympa pour le public, de comprendre en un chiffre. Donc, on prend une idée en moyenne, une moyenne sur l'indice, et on dit il est monté ou il est descendu. Ok. Ça, c'est fin du 19e. Pour que ça devienne pondéré, on fait un saut de 60 ans, c'est ouf, 65 ans. On est en 1953 de mémoire, et c'est le S&P, ancien SS, standard statistique, qui devient, bien sûr, après la guerre S&P, alors peut-être, parce que je ne sais pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont... Le nom n'était pas terrible. Ouais, il n'était pas terrible après la guerre, mais peut-être qu'ils ont acheté Poor's, et ça donnait Standard & Poor's, donc ça devient S&P 500, et il est pondéré. Et là, il y a un mec, un génie de la finance, tu vois, ça dépend dans quelle dimension on se place. Génie du mal ou génie du bien? Tu vois, c'est là où je me place dans ta dimension, tu vois, et dans celle de tes auditeurs. Un génie de la finance. Chacun se donne l'idée qu'il veut du génie. Et ce petit monsieur-là, dans les années 70, il dit on va créer des indices, des fonds indiciels. C'est-à-dire qu'on va répliquer le S&P, et ce qui monte ou passe, toi ne te casses pas la tête, tu ne peux pas battre le marché. Une de tes phrases sur ton site. John Bogle et compagnie, quoi. Voilà. Et donc Vanguard, qui va créer les indices... les fonds indiciels. Les fonds indiciels. Là, on est dans les années 70, c'est ouf. Et là, après, alors, je ne sais jamais c'est lequel, CBOT ou CMI. Je crois que c'est le CMI d'abord, et après le CBOT. Donc, le Chicago Mercantile Exchange, je crois, et le CBOT après, Option Trading. Alors, en 82, c'est le CMI, je crois, qui va créer le premier indice futur sur S&P. Et en 85, c'est le CBOT. C'était hier, 85. J'ai joué encore au Paris FC. J'avais tapé le ballon, tu vois. C'était hier. En 87, il n'y avait même pas d'indice français. On invente le CAC 40. Tu vois, en 87, je suis sûr qu'il y en a quasiment qui nous écoutent, qui sont nés avant 87. Tu vois. Bien sûr, ouais. Et après, qu'est-ce qui se passe? En 88, il y a le premier CAC qui traite. Après, il y a le DAX, le futur DAX. Et après, il y a les premiers ETF. ETF, c'est encore mieux. Tu ne te casses pas la tête, il n'y a pas de maturité. C'est relais automatiquement, les dividendes sont réinvestis, etc. Et ça, c'est dans les années 90, voire même 2000, le développement. Et c'est fou, c'était hier. Tu vois, c'était hier. Et pourquoi moi, je critique ça? Parce qu'on part d'une idée qui est dans l'invisible, une moyenne pondérée, un truc mathématique comme ça. Et ce que ça génère une économie archi-concentrée. Tu comprends? Ça crée une économie archi-concentrée où les gens, par facilité, vont aller chercher les 500 plus grosses sociétés américaines, les 40 françaises, le FTSE, etc. Et donc, ça fait une économie qui n'est pas distribuée. Et en fait, ce que tu fais, c'est que le risque systémique des banques, en fait, du marché, devient plus important. Et ça accélère les crises. Donc, tu vois, l'hyperfinanciarisation de l'économie est réelle. Je peux te la prouver par la dette, et je peux te la prouver aussi par les indices qu'on puisse traiter. Alors, je ne parle même pas des dérivés, parce que ça, c'est 2008. La titrisation abusive, on mélange le bien et le mal, c'est une constance dans tout, même dans la politique, ou même dans l'économie, tu vois. Pareil, après, donc en 2008, c'est ça, en fait. C'est l'explosion des dérivés, l'explosion du VIX, et des subprimes. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris de la dette, on l'a titrisée, on a pris de la bonne dette avec la mauvaise dette, on l'a mélangée et on l'a packagée, on l'a donnée. Ça aussi, vendu comme une idée de génie. C'était de la AAA, du coup. Voilà, peut-être un peu moins, mais c'était très qualitatif, voilà, vu de loin. Exactement.